Et si la plus grande menace contre le Burkina Faso n'était pas une armée étrangère, mais son propre voisin? Depuis quelques semaines, une tension inédite secoue l'Afrique de l'Ouest. La rupture explosive entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire ne passe plus inaperçue. Pour la première fois, le capitaine Ibrahim Traoré accuse publiquement la Côte d'Ivoire d'être la base arrière des forces qui cherchent à déstabiliser son pays. Selon Traoré, les ennemis du Burkina Faso n'ont même plus besoin de se cacher, ils sont juste à côté. Ces propos révèlent une fracture profonde, où la confiance entre voisins a laissé place à la suspicion et à la peur. Mais derrière cette guerre des mots, une autre bataille fait rage. La France, expulsée du Sahel, a perdu son influence militaire directe. Elle n'a pas abandonné la partie. Elle se réorganise, discrètement, depuis Abidjan. La Côte d'Ivoire, sous la présidence d'Alassane Ouattara, offrirait aujourd'hui à Paris une nouvelle plateforme pour surveiller, manipuler et agir en coulisses contre le Burkina Faso. Des accusations graves qui soulèvent une question. La Côte d'Ivoire trahit-elle l'Afrique pour servir les intérêts de l'ancienne puissance coloniale? Le risque est immense. Si l'Afrique ne s'unit pas face à ces stratégies d'instrumentalisation, elle s'expose à perdre sa souveraineté, voir ses ressources pillées et replonger dans la dépendance. Ce qui se joue ici, c'est aussi l'image des États africains et l'héritage laissé aux générations futures. Les regards se tournent désormais vers Abidjan, devenu le théâtre caché d'une guerre invisible. Jusqu'où la Côte d'Ivoire ira-t-elle pour protéger ses alliances? Le Burkina Faso, isolé, saura-t-il résister à cette pression? Pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons sur les origines de cette crise. Comment la Côte d'Ivoire s'est-elle transformée en outil principal de Paris contre le Burkina Faso? Comment la France, autrefois puissance dominante, a vu son influence s'effondrer dans le Sahel? Le choc est immense. En quelques années, Paris a été chassé du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les soldats français, jadis symboles de la présence occidentale, ont été contraints de plier bagages, sous la pression populaire et la détermination des nouveaux leaders sahéliens. Ce retrait forcé n'a pas seulement une dimension militaire. La France a perdu des contrats miniers colossaux, or, uranium, pétrole, toutes ces richesses qui alimentaient depuis des décennies son économie. Les chiffres font froid dans le dos. Des centaines de milliards d'euros partis en fumée, des entreprises françaises évincées et des projets d'infrastructures brusquement arrêtés. À Paris, les conséquences sont dramatiques. Le pays fait face à une crise économique d'une ampleur inédite. La dette publique a dépassé la barre des 3 000 milliards d'euros. Le chômage explose, les manifestations se multiplient dans les rues, et l'État peine à redresser la barre. La France n'a jamais paru aussi vulnérable sur la scène internationale. Mais pendant que Paris tente de sauver ce qui peut l'être, le Sahel se tourne vers de nouveaux partenaires. La Russie, mais aussi la Chine, investissent massivement dans la région, signent de nouveaux accords militaires et économiques et offrent un appui politique sans précédent aux dirigeants du Sahel. Moscou fournit des armes et des instructeurs. Pékin finance des routes et des hôpitaux. L'influence de la France s'efface au profit de ses nouveaux alliés. Face à cette recomposition géopolitique, le Sahel s'organise. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger forment une alliance inédite, l'Alliance du Sahel, qui prône la souveraineté et la coopération africaine avant tout. Un vent de panafricanisme souffle sur la région, porté par des peuples qui réclament désormais l'indépendance réelle et la fin de la tutelle occidentale. Pour Paris, le risque est existentiel. Perdre son précaré africain, c'est perdre une part de sa puissance et de son avenir. Les élites françaises refusent de lâcher prise et cherchent, coûte que coûte, à reprendre le contrôle de cette région stratégique, mais cette fois sans envoyer de soldats sous drapeau tricolore. La question se pose alors, si la France ne peut plus intervenir directement, comment parvient-elle encore à peser dans le Sahel? C'est là que commence la nouvelle guerre de l'ombre, menée depuis la Côte d'Ivoire. Et si le vrai pouvoir de Paris n'était plus dans ses chars, mais dans les mains d'un président africain? La stratégie de la France au Sahel a changé de visage, abandonnant les uniformes pour s'habiller en costume-cravate, ivoirien. Depuis plusieurs années, Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, incarne ce nouveau soft power hexagonal,
au service d'intérêts qui dépassent de loin les frontières de son pays. Ouattara, aujourd'hui maintenu à la tête de l'État ivoirien, doit sa longévité politique à un soutien sans faille de Paris. Malgré la constitution ivoirienne qui limitait à 2 le nombre de mandats présidentiels, le chef de l'État a réussi à se maintenir grâce à une révision opportuniste, avec la bénédiction silencieuse, voire complice, de la France. Car pour l'Élysée, la stabilité de Ouattara n'est pas qu'une question de diplomatie, mais un véritable atout stratégique dans la région. Sous sa présidence, la Côte d'Ivoire s'est transformée en base logistique et propagandiste pour les opérations les plus secrètes de l'appareil français. Les quartiers généraux ne sont plus à Paris ou à Ouagadougou, mais à Abidjan, à Yamoussoukro et dans les villes frontalières du Nord. Là, presque au grand jour, des camps d'entraînement et des centres de renseignement voient le jour, officiellement pour lutter contre le terrorisme, mais officieusement pour préparer d'autres guerres, plus discrètes et sournoises. Derrière les murs des casernes, ce sont des transferts massifs de troupes, de drones, de matériel militaire et technologique français qui s'organisent. Sous couvert de coopération, la France déploie ses espions, ses instructeurs et ses armes, prêts à soutenir toutes les manœuvres contre ses anciens protégés du Sahel. La Côte d'Ivoire devient ainsi le hub africain du renseignement tricolore, le point de départ de nombreuses opérations de déstabilisation. Dans l'ombre de ces bases, la guerre se joue aussi sur le terrain de l'opinion. Des experts en désinformation, des réseaux de communication sophistiqués et des financements occultes sont mobilisés pour manipuler la perception des populations. Les médias ivoiriens et burkinabés voient affluer des contenus hostiles au gouvernement de Ouagadougou, tandis que des groupes civils et des journalistes anti-Traoré sont discrètement soutenus pour semer la suspicion et la division. Le but ? Créer des tensions internes, affaiblir le moral des burkinabés et pousser le pays au bord de la crise politique. Les tentatives de déstabilisation du Burkina Faso ne sont plus seulement militaires, elles sont psychologiques et sociales. En un mot, il s'agit de retourner le peuple contre ses propres défenseurs, en maquillant la manipulation sous les couleurs de l'information. Ce jeu trouble comporte un risque immense. Si les populations ouest-africaines ne démasquent pas ces manœuvres, elles pourraient finir par se dresser contre leurs propres dirigeants, croyant défendre la démocratie alors qu'elles servent, sans le savoir, les intérêts d'une puissance étrangère. La souveraineté du Burkina Faso et de toute la région est en jeu, prise en étau entre des ambitions néocoloniales et la soif légitime d'indépendance. Mais jusqu'où cette guerre invisible peut-elle aller ? Le bras de fer qui s'annonce pourrait bien bouleverser l'équilibre de toute l'Afrique de l'Ouest. Dans un contexte aussi explosif, chaque choix, chaque silence compte. Que se passera-t-il si cette stratégie de l'ombre échappe à tout contrôle ? Jusqu'où Paris et ses alliés africains sont-ils prêts à aller pour reprendre le Sahel ? La tension atteint un niveau inédit entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Sur les routes frontalières, les contrôles se multiplient, les soldats sont en alerte et la moindre incursion peut dégénérer en affrontement. L'air est devenu irrespirable dans cette zone autrefois paisible. Au-delà de cette crispation militaire, la stratégie d'isolement bat son plein. Paris orchestre un véritable blocus diplomatique contre le Sahel. Pourtant, une nouvelle solidarité s'organise. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger resserrent leurs liens, épaulés par la Russie et la Chine. Ce front inédit inquiète ceux qui misaient sur la division pour régner. Derrière le rideau, la guerre invisible s'intensifie. Les services secrets multiplient opérations clandestines, infiltrations et campagnes de désinformation. Les tentatives d'assassinat contre le capitaine Traoré se succèdent, portées par des commandos qui n'agissent jamais à découvert. L'étau se resserre autour des dirigeants du Sahel. Chaque déplacement devient un risque calculé. Le spectre de l'embrasement régional plane. Un incident de trop, et la crise pourrait s'étendre à toute l'Afrique de l'Ouest. Les régimes soupçonnés d'être complices risquent la chute, sous la pression populaire ou à la faveur d'un coup de force. Le moindre faux pas pourrait légitimer une intervention étrangère, raviver les blessures coloniales et plonger la région dans un chaos incontrôlable. La Russie et la Chine ont clairement averti. Toute attaque contre le Sahel aura des conséquences internationales majeures. C'est l'équilibre même du continent et, au-delà, celui du monde qui vacille. Les ressources,
La stabilité du pouvoir, la paix des peuples, tout est désormais en jeu. Face à cette guerre hybride, l'Afrique doit choisir, subir les manipulations ou se fédérer pour défendre sa souveraineté et écrire une nouvelle page de son histoire. Mais comment la jeunesse africaine, les élites et les peuples peuvent-ils tirer des leçons de cette crise inédite? Quelle stratégie adopter pour éviter les pièges du passé et bâtir un avenir souverain? Comment faire en sorte que l'histoire ne se répète pas encore et encore? Face à ces manipulations invisibles qui fracturent à l'Afrique de l'Ouest, il est temps de tirer les enseignements de cette crise. D'abord, la souveraineté des dirigeants africains doit redevenir sacrée. Lorsqu'un président, qu'il soit burkinabé, ivoirien ou nigérien, défend les intérêts d'une puissance étrangère avant ceux de son peuple, il trahit la promesse de l'indépendance. L'histoire récente montre que ce sont souvent ces complicités qui ouvrent la porte à l'ingérence et à la division régionale. La division est l'arme préférée de ceux qui veulent contrôler l'Afrique sans jamais y apparaître. Dès qu'un pays joue le double jeu contre son voisin, toute la région devient vulnérable. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, autrefois liés par des échanges et une solidarité naturelle, se retrouvent aujourd'hui sur des chemins opposés, exposant le Sahel à des manipulations de l'extérieur. C'est pourquoi la vigilance populaire n'a jamais été aussi cruciale. À chaque fausse information relayée, à chaque rumeur savamment orchestrée, ce sont des vies qui sont mises en danger. Les campagnes de propagande venues d'ailleurs cherchent à monter les peuples les uns contre les autres et à dissimuler les véritables intérêts en jeu. Mais l'histoire l'a prouvé. Seule l'unité donne la force de résister à l'ingérence. Lorsque l'Afrique de l'Ouest parle d'une seule voix, ni Paris, ni Moscou, ni aucune autre capitale ne peut imposer sa volonté. Cela passe par des alliances sincères, des institutions solides et une culture régionale de coopération au-delà des frontières héritées de la colonisation. La société civile, les médias alternatifs et surtout la jeunesse ont un rôle déterminant à jouer. Ce sont eux qui peuvent casser le cercle vicieux de la manipulation en dénonçant les mensonges, en confrontant les opinions et en exigeant des comptes de leurs dirigeants. Internet, les réseaux sociaux et les initiatives citoyennes sont devenus des armes puissantes pour rétablir la vérité et renforcer la conscience collective. Car sans cette conscience, l'Afrique restera exposée aux vieilles méthodes de domination. Les ressources continueront d'être pillées, les peuples divisés et les héritages dérobés aux générations futures. C'est la responsabilité de chaque citoyen, de chaque journaliste, de chaque étudiant d'ouvrir l'œil, de refuser la résignation et de bâtir une Afrique solidaire et libre. Alors, que va-t-il se passer maintenant pour le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et toute la région? Quelles sont les voies possibles face à cette nouvelle guerre de l'ombre? L'histoire ne s'incline que devant ceux qui refusent de plier. Face à la tempête qui souffle aujourd'hui sur l'Afrique de l'Ouest, il faut se rappeler que chaque choix a des conséquences. L'avenir n'est pas écrit. Il se forge à coups de courage ou de compromission, d'action ou de silence. Ce qui se joue ici dépasse les frontières du Burkina Faso ou de la Côte d'Ivoire. C'est la souveraineté de tout un continent qui se retrouve sur la ligne de front. La liberté de décider par soi-même, l'indépendance des peuples, la maîtrise des ressources, voilà le véritable enjeu. La France a changé de stratégie, mais l'objectif reste le même. Ne plus apparaître comme l'ennemi direct, mais utiliser des dirigeants africains pour affaiblir, diviser et reconquérir. La Côte d'Ivoire, autrefois symbole d'hospitalité et d'unité, devient aujourd'hui le cheval de Troie d'une nouvelle conquête, où l'arme principale n'est plus le fusil, mais la manipulation. Chacun doit ouvrir les yeux. Les frontières visibles ne protègent plus des menaces invisibles. Les alliances cachées, les deals secrets, les campagnes de désinformation attaquent la cohésion et la stabilité de la région, plus sûrement que n'importe quelle armée étrangère. Chaque voix compte désormais. Refuser de plier, c'est refuser de céder à la peur, aux promesses faciles ou aux intérêts extérieurs. C'est choisir la vigilance, l'unité, la solidarité africaine au-dessus de toutes les influences. Car ce qui attend l'Afrique, ce n'est pas seulement une nouvelle page d'histoire, mais la possibilité de rompre définitivement avec un passé de domination. Le choix appartient à chacun. Résister ou se soumettre,
dénoncer ou se taire. À ceux qui rêvent d'un continent libre et fort, c'est le moment d'agir avec lucidité. L'héritage transmis à nos enfants dépend de ce que nous faisons aujourd'hui.